des années 80 aux années 2000, il y avait un marché assez dynamique, qui était le marché du dériveur intégral, qui reste relativement dynamique quand même, qui était dominé par deux acteurs, Alubat qui faisait des ovnis, qui étaient des bateaux économiques, assez simples, et qui fabriquaient en volume, et puis, pour simplifier, Garcia qui faisait des bateaux très haut de gamme, très chers, très aboutis, etc. Et moi j'ai voulu acheter un bateau au début des années 2000, et je ne me suis pas retrouvé dans cette offre-là. Je la fais très, très brève, hein, mais en gros, là, je ne me suis pas retrouvé dans ce que le marché proposait. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité de business, en se disant, si je ne m'y retrouve pas, en discutant avec des gens, il y a pas mal de gens qui partagent la même frustration. Et dans l'insolence et l'insouciance qu'on a à 35 ans, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va faire notre chantier, on va fabriquer nos propres bateaux, et puis on va transformer l'industrie nautique mondiale. Voilà. C'était avec la modestie de l'époque, c'était à peu près notre projet. Voilà, ça, c'est le contexte. En fait, les sports, chez nous, donc, on a créé la boîte à deux. Xavier Desmarais, qui est un copain d'école d'ingénieur, on a resté toujours potes pendant des années. On s'est retrouvés dans une boîte dans les années 2000, et c'est ensemble qu'on a bâti ce projet. Et en fait, l'export a toujours été chez nous un sujet de tension. Tension pas forcément dramatique, hein, mais de tension entre ma vision, qui était plutôt celle-là, assez franco-centrée, en disant soyons forts chez nous, maîtrisons nos produits, soyons rentables, et quand on sera safe, on ira à l'export. Et puis il y a la vision de Xavier, qui était plutôt de dire on est là, nous, hein, on est des nains dans le jardin du monde, et soit on joue sur un tout petit périmètre, soit on joue la grande partie. Et donc en fait la tension qu'il y avait entre nous, on avait l'habitude de dire, c'est championnat de France ou Coupe du Monde. Alors comment ça s'est passé il n'y a jamais eu de vraie décision, hein, cette tension a abouti au fait que petit à petit on a quand même commencé à recruter des distributeurs, alors qu'on avait des produits qui n'étaient pas encore complètement aboutis. Bon, voilà. Mais chemin faisant, tout ça a avancé. Alors on a essayé quand même, parce qu'on a une formation technique, alors nous on est des gens carrés, on s'est dit, il nous faut une méthode. Alors on s'est dit, comment on fait? Il faut des critères pour cibler, alors nous on a ciblé les pays, alors en fonction plutôt des pays développés, parce que ça c'est un fait assez culturel quand même, le bateau, avec en fonction des taux d'équipement, des marchés, de la proximité, voilà, on a défini nos critères, taux de change, etc. Ça nous a permis de cibler des pays. Ensuite, on s'est appuyé sur tout ce qui existait, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait même pas du tout. Appuyé sur tout ce qui existait, alors à l'époque ça s'appelait Bifrance ou je sais pas quoi, la FIN qui était un acteur, les CCI internationales, ou la COFAS qui nous a bien aidé sur un projet américain, qui a été un bel échec, mais heureusement qu'ils ont été là. Les régions, qui sont bien sûr des acteurs aujourd'hui de l'initiative économique dans les régions, donc c'est quand même aujourd'hui l'acteur clé, à mon avis, le point d'entrée clé, si on veut de l'aide sur ce genre de projet, etc. Alors, comme on est à Cherbourg, on est à la Grande Motte, donc on a mis plein de régions pour que tout le monde soit content. Mais c'est vraiment, enfin, en termes de compétences, de soutien financier, de clés de décodage, enfin, on ne peut pas le faire tout seul, enfin, il faut s'appuyer sur ces gens-là. C'est typiquement, enfin, on a fait des programmes, alors je me souviens, Rachel s'en souvient peut-être dans les années 2004, 5, 6, on est parti en Angleterre, on a recruté nos agents et nos distributeurs, qui sont toujours nos distributeurs, qui depuis ont vendu quand même des tétrachiers de bateaux. Donc voilà, s'il n'y a pas eu cette mission, il n'y aurait pas eu ce recrutement. Et voilà, le business, il se compose de ces agrégations, de plein de petites actions, qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve réellement avec un réseau. Voilà, aujourd'hui, ça c'est notre réseau. Alors on a un billet de drapeaux en plein de pays. Bon, il faut être honnête, ça c'est vrai, hein. En fait, il y en a quand même la moitié qui marche. Il y a la moitié qui sont des trucs qui ne marchent pas. Et puis il y a la moitié qui sont réellement des gens actifs, qui font du marketing, qui vendent, qui viennent au chantier. Je ne sais pas comment c'est dans les autres business. C'est assez frustrant. Des fois, on recrute, on est content, puis le truc ne décolle pas. Puis des fois, ça décolle. Puis là, il y a quand même un côté sympa, c'est que bon, il n'y a pas la commande qui tombe par fax, mais on reçoit un mail en disant j'ai une commande. Quand on voit les efforts qu'il nous faut sur notre marché à nous pour choper une commande, on est quand même bien content qu'il y ait des gens qui triment pour le faire à notre place. Bon, évidemment, ça coûte quelques sous, on leur laisse un peu d'argent, hein, mais voilà, il faut l'intégrer dans la structure de bout. Voilà, donc on est quand même, on le voit, vachement centré sur l'Europe, parce que le bateau, comme je disais, ça reste un phénomène assez... Voilà, puis on s'est surtout développé par proximité, mais
des pays, je ne sais pas si j'en reparle après un petit peu, mais les États-Unis, avant les effets de change, on avait quand même les États-Unis qui sont devenus notre premier pays export quand ils sont repartis dans les années 2011, 2012, ils sont repartis vraiment avant tout le monde. Nous, c'est devenu ça. Tout le reste était quand même bien planté. Hein. Donc, ils ont pris une place énorme. Avec l'effet de change, ils ont pris une place encore plus grande, c'est mis à vendre avec beaucoup plus de facilité, à tel point que pour la plupart des chantiers, les États-Unis ne sont pas le premier pays export, ils sont le premier pays tout court. Aujourd'hui, la première géographie du groupe, c'est les États-Unis. Hein, c'est quand même parce qu'on vend plus aux États-Unis au niveau groupe aujourd'hui qu'en France. Alors, ça va rebaisser, etc. Évidemment, c'est une tautologie de le dire, mais ça disperse le risque aussi. Hein. Quand on a des pays, quand on a vu, nous, la crise arrivée, comme tout le monde, là, en 2008, après Lehman Brothers, l'Europe s'est effondrée, la France a tenu, en tout cas miraculeusement pendant 2 ans, la France a tenu, puis la France s'est enfoncée, les États-Unis repartaient, et tout ça, on jongle avec tout ça, et aujourd'hui, tout est reparti, à peu près, nous, notre vision, hein, tout est reparti sauf la France. La France qui reste complètement plantée, alors, on peut espérer que ça va changer dans les mois qui viennent, mais qui a quand même à peu près 2 à 3 ans de retard, 4 ans sur l'Allemagne, même l'Angleterre s'est repartie, même avec le Brexit, même l'Europe du Sud s'est repartie, l'Italie, l'Espagne, tout ça s'est reparti. Les États-Unis, on a même envisagé, on est passé à l'étape d'après, puisque les États-Unis, alors on a eu une opportunité, on a un chantier de Gunboat, qui est très peu connu en Europe, hein, c'est vraiment assez confidentiel. Gunboat, on le connaît pour leur G4, qui était un catamaran à foil, donc à cabané, pendant qu'ils faisaient des démonstrations, donc ça a fait une grosse publicité au chantier, pas forcément positivement, mais ça a fait une publicité. Gunboat, c'est une marque iconique aux États-Unis, c'est vraiment la Ferrari du catamaran. C'est des technologies de la course, transposées dans un bateau de croisière, les gens ils ont 2 saisons avec le bateau, ils font toutes les grandes régates, Heineken Regatta, Saint-Barth Regatta, la régate du John Club de New York, et puis après ils remettent les meubles à l'intérieur et ils se baladent en famille, voire un peu autour du monde. Ils ne font pas trop de tour du monde les Américains, mais ils se baladent quand même un petit peu. Et donc ils ont ce bateau qui a un peu 2 fonctions, bateau de course en équipage pro avec les casques et tout, des mecs à $2000 la journée, et en même temps bateau de croisière. Le chantier à Cabanet, une histoire assez compliquée, ils fabriquent en Afrique du Sud, et après ils ont fabriqué en Chine, le Chinois leur a piqué leur bateau, il a sorti une concurrence, c'est des HH, Hudson, donc ils ont rapatrié la production aux États-Unis, et tout ça a terminé dans un désastre industriel, puisqu'ils n'ont jamais réussi, grosso modo, à sortir les bateaux dans les délais et les coûts. Ils ont vendu 20 bateaux, ils ont dû en livrer 3, une catastrophe. Donc c'est la première fois de notre vie qu'on prend un chantier qui a $20 millions de carnet de commande quand il cabane. En général, c'est exactement l'inverse, il n'y a plus de commandes, il y a des savoir-faire pas de commandes. Là, il y avait des commandes et pas de savoir-faire. Donc on s'est dit que ça nous tienne, on ne sait pas trop comment marche le carbone, mais on va s'en sortir. Et puis de toute façon, on va apporter de la méthode. Donc on a pris la boîte aux États-Unis, et en la reprenant, on a étudié si on reprenait le site ou pas. Hélas, parce que je ne sais pas comment vous imaginez la production de bateaux aux États-Unis, mais moi perso, j'imaginais des mecs en combinaison blanche qui lévitaient en apesanteur, avec des robots, avec des imprimantes 3D, ça sortait de manière miraculeuse. Les États-Unis, la production de bateaux, c'est à peu près les photos qu'on voit en noir et blanc de Veneto dans les années 70. C'est le tiers-monde, c'est Zola, ils n'ont absolument pas progressé, ils sont à des années-lumière de ce qu'on fait en Europe. Néanmoins, Gunboat, c'était des plans d'avant-projet de concept, lâchés dans les nefs, démerdez-vous. L'acheteur, quand on l'audite, on lui dit comment tu sais quoi ton processus achat, il dit vous voyez, je vais sur Internet, je donne un win, je vais sur Internet, je vais sur le site web d'Arken, et je fais shop, et j'achète mon win, je paye avec la carte bleue de la boîte. C'est tout le parce que je suis français, donc dis-moi la vérité, quoi. C'est pas la caméra cachée. Non, c'était vrai, c'est vraiment pas de RP, pas de CAO 3D, pas de développement, bref, les bateaux. Et en fait, c'est toute l'industrie qui est comme ça. Pourquoi? Vous connaissez peut-être le Jones Act. Enfin, ça c'est mon diagnostic, je peux me tromper, mais moi c'est à mon avis très lié au Jones Act. Le Jones Act, c'est une loi américaine qui dit si un bateau doit caboter aux États-Unis, pas en transport international, mais en fluvial ou côtier, il faut que le capitaine soit américain. Bon, ça c'est quand même bon, pas. Nous aussi on a des pilotes, mais enfin bon. Il faut que le flag
soit américain, que 2 tiers de l'équipage soit américain, et que le bateau était construit aux États-Unis. Voilà. Ça friserait une forme de protectionnisme, ce qui fait qu'évidemment, personne ne peut vendre un bateau aux États-Unis, c'est impossible, même dans les bateaux de plaisance on peut. Mais leur industrie de bateaux pro est complètement protégée. Alors ils ont un marché intérieur qui est quand même assez grand, des chantiers qui ont le cul dans la graisse, donc ils n'ont jamais eu à progresser de leur vie. Quand ils ont ouvert la plaisance, ils se sont fait démonter. Il n'y a plus un chantier de plaisance qui tient la route aujourd'hui aux États-Unis. Non, Catalina, c'est passé de 400 bateaux à 20 bateaux, enfin, c'est fini quoi. Parce que, voilà. Donc quand ils sont ouverts à la concurrence internationale, donc la mondialisation c'est aussi dans tous les sens, quoi. Donc nous, on a été un peu échaudés par ces constats-là. On s'est dit qu'on allait se crever économiquement, en termes d'énergie, qu'on allait prendre tous nos meilleurs pour essayer de sauver un chantier aux États-Unis sans savoir si on allait gagner. Et donc on a décidé de délocaliser dans un pays à bas coût et on a ramené la production à la Grande Motte, près de Montpellier. Les distributeurs, c'est des gens qui vont bosser pour vous, ils doivent avoir confiance, ils vont quand même prendre des risques, ils vont éventuellement porter des contrats. Et ils savent qu'un chantier sur deux peut cabane, enfin, la plupart des chantiers cabanent à un moment, ils se retrouvent avec des acomptes versés à un chantier, ils ont donc voilà, puis ils n'ont pas de bateau à livrer, c'est quand même compliqué. On a quand même tendance à livrer avec, voilà, en général si on le dit juillet, c'est juillet, mais la question c'est quelle année quoi. Enfin, en termes de délai, on n'est quand même pas très fiable. Donc il faut vraiment se faire confiance et il faut les renforcer dans la relation, donc il faut leur donner confiance et inversement, ne pas les contourner quand on a un Allemand qui nous appelle, dire non, tu as un distributeur en Allemagne à qui tu dois parler, moi je ne te parle pas. Enfin, évidemment, on est toujours tenté de gagner les 10-15 points de distribution, ou 20 points dans d'autres cas, plutôt que de les piquer à un distributeur. Mais si on ne fait pas vivre nos réseaux, ils meurent et la confiance. Voilà. Après, il faut choisir des gens de confiance aussi, hein, c'est tout. Donc le soutien, la fidélité, la transparence, j'y crois, enfin, ça fait un peu girly hein, de dire ça, mais j'y crois fondamentalement. C'est-à-dire que c'est basé sur des relations d'homme à homme, de confiance, d'engagement réciproque. Tu fais ton boulot, je fais le mien, on se respecte et on est transparent, je te dis mes difficultés, etc. Et franchement, ça peut être des relations super intéressantes et super enrichissantes. Pas toujours, hein, mais... Oui, en même temps, vendre en direct, c'est une option à considérer. Ce qui n'est pas infidèle, parce que nous, on l'a fait aux États-Unis. Alors, avant Gunboat, tout ça, on avait des agents, des distributeurs américains, et on leur disait, écoutez, on n'est pas content de ce que vous faites. Vu le dynamisme du marché, on leur a dit 1 an, 2 ans, 3 ans, on leur a dit l'année prochaine, si c'est pas mieux, on vous le dit, on va vendre en direct. Ils ont dit OK, il n'y a pas de choix. Et on s'est mis à vendre en direct. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec notre accent un peu ridicule, Paris, petite madame, tout ça, ça marche super bien. Les Américains nous adorent. Et en revanche, ça ne marchera jamais en Allemagne. En Allemagne, on aura besoin d'avoir des distributeurs. Donc il y a ce côté aussi un peu transformer, quoi. Il faut reconfigurer le modèle de distribution en fonction des géographies et des cultures. C'est un sujet avant tout culturel. Avec des ressources, c'est mobiliser de l'argent. Des fois, on perd. Nous, on a pris des gamelles. Voilà, une grosse gamelle. Mais bon, si on ne le fait pas, on ne grandit pas, quoi. Être constant, être persévérant, ça peut prendre du temps. Mais maintenant, persévérant, il ne faut pas être idiot. Si à un moment, on a la conviction au bout de quelques temps que ça ne va pas le faire, bah, il faut savoir couper le plus tôt et pas persévérer, enfin pas maintenir sous respiration artificielle un distributeur qui ne fera jamais rien ou une géographie qui ne donnera pas. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est être plus intégré avec nos distributeurs. C'est-à-dire réellement adapter les produits aux marchés locaux, utiliser les inputs de nos distributeurs dès la conception des produits. On a tendance à faire un peu de cosmétique sur la fin. On pourrait être bien meilleur. En fait, dans notre réseau de distribution, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de qualité. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on en retire tout ce qu'on pourrait en retirer. En Largeting, on va atteindre là les 300 salariés. Et dans notre clôture de cette année, pour la première fois, on va dépasser, en consolidé sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'interco, en consolidé, pour la première fois, on va dépasser 30 millions d'euros, enfin 31, 32. Dont on dépasse les 70% à l'export aujourd'hui. Oui, plutôt 75% à l'export. On a fait mieux que la production française. Ça, c'est la production française. Qui est quand même tombée à 50, ça se voit pas bien, là, mais c'est un peu écrasé, mais c'est quand même tombé à 50%, 60% de la base 100 avant la crise. Et bon, on est parti de rien, alors c'est un peu trompeur, hein, mais on a fait x8 en 13 ans grâce à l'export.
sport avant tout.